Il la battait nuit après nuit, mais lorsqu'elle a disparu, son secret le plus sombre a été exposé. Le milliardaire de la tech se réveilla en s'attendant à son habituel petit déjeuner d'excuses, mais il ne trouva que des gouttes de sang menant à un garage vide. Sa femme, mariée depuis 8 ans, avait disparu sans un mot, laissant derrière elle son alliance et une tache écarlate sur le sol de marbre. Ce qu'il ignorait, c'était que la femme qui l'avait terrorisé pendant des années avait planifié la vengeance parfaite, et qu'elle avait déjà 3 coups d'avance. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque le chasseur devient la proie? Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une situation où quelqu'un avait tout pouvoir sur vous? Avez-vous vu quelqu'un s'en tirer avec des actes terribles grâce à son argent et son influence? Voici l'histoire d'un homme qui pensait que sa richesse le rendait intouchable et d'une femme qui lui a prouvé qu'il avait tort, de manière dévastatrice. Mais lequel d'entre eux survivra à ce qui vient ensuite? Abonnez-vous, car cette histoire de vengeance vous fera remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la justice. Permettez-moi de vous ramener au début de cette partie d'échecs mortels. Elle lui servait du café dans une cuisine à 50 000 $, dissimulant ses bleus sous des manches de créateur, perfectionnant le sourire qui était devenu son uniforme de prison. Le manoir de Palo Alto brillait comme la couverture d'un magazine de tech. Des surfaces en verre, en acier et en marbre reflétaient tout, mais ne révélaient jamais les cris qui résonnaient derrière des murs insonorisés. Keisha Wellington accomplissait sa routine matinale avec la précision de quelqu'un qui connaissait le prix des erreurs. La vapeur s'élevait des grains de café colombiens importés de Marcus, tandis qu'elle calculait combien de pas il fallait pour atteindre la pièce sécurisée. 43 depuis l'îlot de cuisine. Elle les avait comptés la veille, après qu'il l'avait plaqué contre le réfrigérateur pour avoir acheté la mauvaise marque de crème. Ton café, chérie. Le mot avait un goût de poison, mais elle le prononça avec une douceur mielleuse. Marcus ne leva pas les yeux de sa tablette, déjà plongé dans la prise de contrôle hostile qui définirait sa semaine. Sa mâchoire se crispa en lisant, et le corps de Keisha se tendit instinctivement. Elle reconnaissait cette expression. Quelqu'un allait payer pour sa frustration, et elle était la seule cible à portée de main. L'affaire Henderson est tombée à l'eau, marmonna-t-il, ses doigts se resserrant autour de son téléphone. 3 mois de travail fichus en l'air parce que des membres du conseil d'administration au cœur sensible ont eu les jetons. Keisha garda un visage neutre tandis que son esprit s'emballait. L'acquisition d'Henderson était le bébé de Marcus, une entreprise de biotechnologie avec des recherches prometteuses sur le cancer. Perdre cette affaire signifiait des milliards envolés, un orgueil blessé, et pour elle, une nuit à marcher sur des éclats de verre. Elle se dirigea vers l'îlot de cuisine, mais sa main fusa plus vite que ses réflexes. Sa prise sur son poignet était désinvolte, presque distraite, mais la pression faisait craquer ses os. « Où crois-tu aller ?» Sa voix portait cette douceur trompeuse qui lui donnait des frissons. « Je ne t'ai pas encore congédié. Je pensais que tu voudrais de l'intimité pour tes appels. Je te veux exactement là où je t'ai placé. » Son pouce pressa l'endroit sensible où il l'avait saisi 2 nuits auparavant. « Tu comprends ça, n'est-ce pas, bébé ?» Le petit nom sonnait obscène dans sa bouche. Elle hocha la tête, la gorge serrée. Sa main libre traça le décolleté de son chemisier en soie, ses doigts s'attardant sur le maquillage qui cachait des marques de doigts. « Tu sais ce que j'aime chez toi, Keisha ? Tu apprends si vite. » Pas de réplique, pas de larmes, pas de sortie dramatique, juste une obéissance parfaite. Il la tira plus près, la forçant à chevaucher sa chaise. Cette position lui donnait la chair de poule, mais résister signifiait une escalade. Et l'escalade signifiait des visites à l'hôpital qu'elle ne pouvait expliquer. « Embrasse-moi comme si tu le pensais vraiment », ordonna-t-il, le téléphone toujours dans une main pendant que l'autre contrôlait ses mouvements. Elle se pencha et pressa ses lèvres contre les siennes, mettant chaque once de haine dans une performance de désir. Il répondit avec l'agressivité possessive qui marquait tous ses moments intimes, prenant plutôt que partageant, revendiquant plutôt qu'aimant. Quand il la relâcha enfin, ses lèvres semblaient meurtries et son âme plus petite. « Beaucoup mieux, » dit-il en retournant à sa tablette comme si de rien n'était. « J'ai une réunion du conseil dans 20 minutes. Assure-toi que mon Armani gris est prêt. Et appelle le service de voiture. » « Bien sûr. » Elle recula lentement, ne se retournant qu'en atteignant la porte de la cuisine. « Oh, et Keisha !» Sa voix l'arrêta net. « Annule le déjeuner avec ta sœur aujourd'hui.
J'ai besoin que tu sois disponible au cas où cette situation Henderson nécessite plus d'attention. Son cœur se serra. Elle n'avait pas parlé à Kendra depuis 3 semaines, et leurs appels mensuels étaient la seule chose qui la gardait saine d'esprit. Mais discuter coûterait plus cher que l'obéissance. Je l'appelle maintenant. Bonne fille. Alors que Marcus partait pour sa réunion, Keisha attendit que sa Tesla sorte de l'allée circulaire avant de se diriger vers le placard de leur chambre. Derrière le porte-chaussures, au-delà des rangées de robes de créateurs qu'elle n'avait jamais choisies elle-même, se trouvait un petit coffre-fort qu'il ignorait. À l'intérieur, un téléphone jetable, des clés USB remplies de vidéos de surveillance, et une photo qui changerait tout. Elle sortit la photo. Marcus avec du sang sur les phalanges, sa forme inconsciente affalée sur le sol derrière lui. Il avait été si fier de son œuvre cette nuit-là, si confiant dans son contrôle, qu'il avait même posé pour la caméra de surveillance comme un chasseur de trophées tordus. Il n'avait aucune idée qu'elle avait installé des caméras supplémentaires dans toute la maison. Des caméras qui capturaient tout, chaque gifle, chaque menace, chaque moment de violence qu'il pensait que personne ne verrait jamais. Aujourd'hui, elle enverrait cette photo à quelqu'un qui pourrait l'utiliser. Quelqu'un qui attendait une preuve que Marcus Wellington n'était pas le génie humanitaire de la tech que le monde croyait. Ses mains tremblaient alors qu'elle tapait le message sur son téléphone jetable. 3 mots qui déclencheraient une guerre. C'est l'heure, Kendra. Avez-vous déjà dû sourire à travers la douleur pour survivre? Dites-le moi dans les commentaires, que feriez-vous à sa place? Alors que Marcus partait pour sa réunion du conseil ce matin-là, Keisha ouvrit le coffre-fort caché dans leur placard. Aujourd'hui, elle prendrait la photo qui changerait tout. L'accord de fusion qui devait lui rapporter des milliards devint la rage qui faillit faire d'elle une statistique. Marcus traversa la porte d'entrée à 23h47 comme un ouragan de catégorie 5, vêtu d'un costume à 3 000 $ et portant une rancune de 300 millions. L'affaire Henderson n'avait pas seulement échoué. Elle avait été assassinée par ses propres membres du conseil, des exécutifs qu'il avait choisis, qui avaient soudainement trouvé du courage quand cela comptait le plus. Keisha entendit sa Tesla dans l'allée et sentit son corps se préparer à la guerre. Elle avait passé la soirée dans le bureau, à rechercher des avocats et des refuges sur son téléphone jetable, mais aucune de ces préparations ne pouvait la protéger de ce qui allait suivre. Keisha, sa voix brisa le silence du manoir comme du verre qui se casse. Elle apparut en haut de l'escalier, les mains fermes malgré le tremblement dans sa poitrine. « Je suis là. Descends tout de suite. » Chaque pas vers le bas semblait un compte à rebours vers l'exécution. Marcus faisait les 100 pas dans le vestibule comme un prédateur en cage. Ses cheveux parfaits en désordre, sa confiance à $1 million fissurée et saignante. « Sais-tu ce que ton mari fait pour vivre, bébé ?» Son ton était conversationnel, ce qui le rendait infiniment plus dangereux. « Je construis des empires. Je transforme des idées en or et l'or en pouvoir. Aujourd'hui, un groupe d'imbéciles faibles d'esprit a décidé qu'ils en savaient plus que moi sur la gestion des risques. » Keisha resta silencieuse. Parler serait comme jeter de l'essence sur un feu de forêt. 300 millions envolés parce que les actionnaires se sont inquiétés des implications éthiques et des préoccupations de relations publiques. Il rit amèrement. L'éthique ne rapporte pas de dividendes. L'éthique ne révolutionne pas la médecine. L'éthique est pour les gens qui manquent de vision pour changer le monde. Il s'approcha d'elle avec une grâce prédatrice. Mais tu ne comprendrais pas ça, n'est-ce pas? Tu n'as jamais rien construit, jamais rien créé de valeur. Tu es juste décorative. La gifle arriva sans avertissement, faisant tourner sa tête sur le côté et remplissant sa bouche d'un goût de cuivre. Mais la douleur était un territoire familier. L'humiliation était son pain quotidien. Ce qui était nouveau, c'était le froid qui s'installait dans sa poitrine. Pas de la peur, mais du calcul. « Je t'ai tout donné », continua-t-il, tournant autour d'elle comme un requin sentant le sang. Cette maison, ces vêtements, un style de vie dont la plupart des femmes tueraient pour avoir. Et qu'est-ce que je reçois en retour? Une épouse qui tressaille quand je la touche, qui agit comme si mon affection était une sorte d'agression. Un autre coup, cette fois aux côtes, la pliant en deux. « Tiens-toi droite quand je te parle. » Elle se redressa, la vision trouble, et le vit sortir son téléphone. Son cœur s'arrêta. « Tu sais quoi? Je pense que tu as besoin d'un rappel de la chance que tu as ici. » Ses doigts glissèrent sur l'écran avec une aisance pratiquée. « Je vais appeler ta précieuse sœur, Kendra,
et lui dire exactement quel genre de femme sa jumelle est devenue. Peut-être que je lui enverrai quelques photos de tes corrections comportementales. S'il te plaît. Le mot lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Oh, maintenant tu veux parler? Il lui saisit le menton, forçant le contact visuel. Trop tard, bébé. Tu as eu des années pour montrer de la gratitude, des années pour apprécier ce que j'ai construit pour nous. Il la poussa en arrière sur le sol de marbre, sa tête heurtant la pierre avec un bruit qui résonna dans le vestibule. Des étoiles explosèrent derrière ses yeux alors qu'il s'agenouillait à côté d'elle. « Voici ce qui va se passer, murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille. Tu vas apprendre à apprécier ta place dans cette maison à partir de ce soir. » Ses mains agirent avec une efficacité brutale, déchirant ses vêtements pendant qu'elle luttait pour rester consciente. Ce n'était pas une question de désir. C'était une question de domination, de réaffirmer le contrôle quand son monde professionnel le faisait se sentir impuissant. « S'il te plaît, Marcus, arrête. Tais-toi. Tu as perdu le droit de dire s'il te plaît et arrête il y a 300 millions de dollars. » L'agression qui suivit brisa quelque chose en elle qui n'avait rien à voir avec les os ou les bleus. Cela détruisit la dernière illusion que l'amour pouvait survivre là où le respect était mort. Que le mariage pouvait exister là où le partenariat n'était qu'un autre mot pour possession. Quand il eut fini, il se tint au-dessus de sa forme brisée avec la satisfaction de quelqu'un qui avait réussi à rétablir l'ordre naturel. « Nettoie-toi, dit-il en ajustant sa chemise déchirée. Et demain, tu souriras au petit déjeuner comme si rien de tout cela n'était arrivé. Parce que si tu ne le fais pas, si tu envisages même de parler de nos affaires privées à qui que ce soit, je détruirai toutes les personnes qui te sont chères. Le cabinet d'avocat de ta sœur à Houston, fini. L'assurance médicale de ta mère à Atlanta, annulée. Ce petit fonds de bourse dont tu penses que je ne suis pas au courant? Dissous. » Il se dirigea vers les escaliers, puis s'arrêta. « Oh, et Kesha. La prochaine fois que je rentrerai avec de mauvaises nouvelles, peut-être que tu m'accueilleras avec enthousiasme au lieu de ce regard de martyr que tu as perfectionné. Le mariage est censé être un partenariat, après tout. » Seule sur le marbre froid, Kesha sentit sa conscience s'évanouir. Mais même alors que l'obscurité l'envahissait, sa main trouva le petit dispositif d'enregistrement qu'elle avait caché dans son soutien-gorge plus tôt ce soir-là. Le dispositif qui avait capturé chaque mot, chaque menace, chaque admission de la campagne systématique qu'il avait menée contre son identité. Alors que sa conscience s'éteignait, Kesha murmura 2 mots dans son dispositif d'enregistrement caché. Des mots qui détruiraient Marcus Wellington pour toujours. À quel moment la survie devient-elle plus importante que l'amour? Partagez vos pensées ci-dessous. Il s'attendait à des larmes et des excuses, mais ne trouva que le silence et le fantôme de sa propre brutalité. Marcus se réveilla à 6h15 du matin dans l'absence de l'arôme habituel de son café. La maison semblait différente, pas paisible, mais creuse, comme un monument construit sur des sables mouvants, sentant soudain le sol se dérober sous lui. Kesha, sa voix rebondit sur les murs vides. Pas de réponse depuis la cuisine, pas de son de routine matinale, juste le genre de silence qui rappelle aux hommes prospères ce qu'est la peur. Il trouva la chambre principale exactement comme il l'avait laissée. Le lit king size, intact, son côté froid et intouché. Le dressing révéla des vêtements manquants, des espaces dans la vitrine à bijoux comme un sourire aux dents arrachées. L'alliance reposait sur la table de nuit comme une accusation. La panique grimpa le long de sa colonne vertébrale alors qu'il traversait la maison. Sa voiture avait disparu du garage. Son téléphone, celui qu'il surveillait via des applications de suivi familial, gisait brisé sur le comptoir de la cuisine. Mais c'est le sang qui l'arrêta net. Des gouttes sombres menaient du vestibule où il l'avait laissé briser la veille au soir, à travers la cuisine jusqu'au garage. Pas assez pour indiquer une blessure grave, mais assez pour prouver qu'elle s'était déplacée de son propre chef après qu'il fût allé se coucher. Marcus sortit son téléphone et appela sa sœur. Kendra à l'appareil. Où est-elle? Pas de politesse, pas de façade de civilité. Désolé, qui est-ce? Ne joue pas avec moi, Kendra. Où est ta sœur? Une pause s'étira entre Houston et Palo Alto, remplie de la tension qui précède les déclarations de guerre. Marcus, c'est toi? Il est 6h du matin. Kesha est partie. Sa voiture, ses vêtements, tout. Vous êtes inséparables,
Alors je sais qu'elle t'a appelé. Elle ne m'a pas appelé. La voix de Kendra portait une confusion sincère. Que veux-tu dire par partie? Vous êtes-vous disputé? Quelque chose dans son ton fit hésiter Marcus. Soit Kendra était une actrice digne d'un Oscar, soit elle ignorait vraiment où Kesha avait disparu. Elle reviendra, dit-il, plus pour se convaincre que pour informer Kendra. Elle revient toujours. Marcus, qu'as-tu fait? La question frappa comme un coup physique. Je suis son mari. Je n'ai rien à faire. Ce n'est pas une réponse. Il mit fin à l'appel et passa les 3 heures suivantes à contacter tous les hôtels dans un rayon de 80 km. Pas de Kesha Wellington, pas d'activité de carte de crédit, pas d'empreinte numérique pour une femme qui avait vécu entièrement dans son écosystème financier pendant 8 ans. À 10 heures, sa panique s'était cristallisée en quelque chose de plus aiguisé. La rage. Comment osait-elle le quitter? Comment osait-elle abandonner tout ce qu'il avait construit pour eux? Tout ce qu'il lui avait donné? Il appela son assistante. Annule mes réunions du matin. J'ai besoin que tu traces les cartes de crédit et les comptes bancaires de Kesha. Monsieur, tout va bien? Fais-le, Jennifer, et récupère les images de surveillance de la maison pour les dernières 24 heures. Mais quand Jennifer rappela 1 heure plus tard, sa voix portait cette neutralité prudente qui précède de très mauvaises nouvelles. Monsieur Wellington, les cartes de crédit ont été annulées. Madame Wellington a fermé ses comptes hier après-midi. Et monsieur, quelqu'un a accédé à votre serveur privé hier soir. Ils ont téléchargé des fichiers de votre répertoire personnel. Le téléphone glissa de ses doigts engourdis. Elle ne l'avait pas seulement quitté, elle avait pris une assurance. Le manoir semblait un mausolée alors que Marcus passait de pièce en pièce, cherchant des indices sur la manière dont sa femme, parfaitement contrôlée, avait orchestré une disparition si complète. Dans le bureau, il trouva des documents financiers qu'il ne se souvenait pas d'avoir laissés sortis. Dans la chambre, il découvrit que son coffre-fort privé avait été ouvert et que certaines photos manquaient. Au soir, il comprit l'ampleur de son erreur de calcul. Kesha n'avait pas fui en larmes après une dispute domestique. Elle avait exécuté un retrait stratégique après avoir collecté des preuves pendant 8 ans. Ses mains tremblaient alors qu'il se versait 3 doigts de bourbon. Dehors, le coucher de soleil de Palo Alto peignait ses murs de verre en or, mais tout ce que Marcus voyait, c'étaient des ombres qui ressemblaient au bleu de sa femme. Le premier courriel anonyme arriva à 3 heures du matin, avec des images vidéo qu'il pensait que personne ne verrait jamais et un message. Premier jour de ton éducation. Avez-vous déjà réalisé trop tard que vous aviez sous-estimé quelqu'un? Laissez un emoji feu si vous avez vu le karma rattraper quelqu'un. Son empire bâti sur le contrôle s'effondrait alors que quelqu'un tirait des ficelles qu'il ignorait même exister. Marcus fixait son écran d'ordinateur alors que sa fortune s'évaporait en temps réel. Les chiffres qui représentaient autrefois le pouvoir clignotaient maintenant en rouge comme des signaux d'alarme sur un navire en train de couler. Le Golden Boy de la Silicon Valley regardait son reflet se fracturer dans les fenêtres de son bureau d'angle alors que les journalistes s'amassaient comme des vautours à l'extérieur. Monsieur Wellington, la voix de Jennifer craqua à travers l'interphone. Le conseil veut une réunion d'urgence maintenant. 3 jours après la disparition de Kesha, et son monde s'effondrait plus vite qu'un château de cartes dans un tremblement de terre. Quelqu'un vidait systématiquement ses comptes professionnels, transférant des fonds vers des sociétés écrans qui disparaissaient dès que les autorités tentaient de les retracer. Mais l'argent n'était que le début. Monsieur, il y a plus. Jennifer apparut dans l'embrasure de la porte, tablette en main, et la terreur dans les yeux. Chaque membre du conseil a reçu un courriel ce matin, des fichiers vidéo. Je ne peux plus rester ici. Elle posa sa lettre de démission sur son bureau et recula vers la porte comme s'il portait une maladie contagieuse. Jennifer, attends. Il s'avança vers elle avec le désespoir qui rend les hommes puissants pathétiques. Peu importe ce que tu penses avoir vu, je peux l'expliquer. Non. Sa voix portait un dégoût qui coupait plus profondément qu'une lame. Juste non. La porte claqua derrière elle, laissant Marcus seul avec le poids de son empire en ruine. Il ouvrit le courriel qui avait détruit 8 ans de réputation soigneusement construite en une seule matinée. La vidéo était limpide. Des images en haute définition de lui frappant Kesha dans leur cuisine. Un son qui capturait ses menaces de détruire sa famille.
des horodatages prouvant un schéma d'abus qui couvrait tout leur mariage. Au bas du courriel, un message simple. Un homme qui terrorise sa femme ne mérite pas de diriger une entreprise qui prétend valoriser la dignité humaine. Son téléphone sonna. Les membres du conseil, les investisseurs, les partenaires commerciaux, tous exigeaient des explications qu'ils ne pouvaient donner sans admettre des crimes qu'ils s'étaient convaincus d'être une simple discipline domestique. « Marcus, c'est quoi ce bordel ?» La voix de Robert Chen portait une fureur réservée aux amis qui découvrent qu'ils ont abrité des monstres. « 8 ans, Marcus. 8 ans. J'ai garanti ton caractère. C'est compliqué, Robert. Compliqué ? Tu bats ta femme. Il n'y a rien de compliqué à être une ordure qui frappe les femmes. » La ligne devint muette. À midi, l'action de Welltech Industries avait chuté de 40%. À 14 heures, les principaux clients mettaient fin à leur contrat. À 16 heures, Marcus Wellington était au chômage pour la première fois depuis l'université. Mais celui qui le détruisait n'avait pas fini. Le colis arriva à 18 heures, livré par un coursier qui disparut avant que Marcus ne puisse l'interroger. À l'intérieur, la robe de créateur ensanglantée de Keisha, de la nuit où il avait failli la tuer, encore raide du sang séché, preuve de sa brutalité. La note attachée fit trembler ses mains comme des feuilles dans un ouragan. « Tu voulais me posséder. Maintenant, tu paieras pour chaque bleu. » Marcus lâcha la robe comme si elle était faite d'acide. Le tissu heurta le sol de marbre avec un bruit qui résonna dans son manoir vide. Chaque fil témoignait de la violence qu'il avait infligée et de la justice qui venait pour lui. Son téléphone vibra avec des alertes d'actualité. Les blogs technologiques reprenaient l'histoire. Les réseaux sociaux explosaient avec des appels à son arrestation. Quelqu'un avait divulgué non seulement les vidéos, mais aussi des dossiers financiers montrant comment il avait utilisé les ressources de l'entreprise pour surveiller chaque mouvement de Keisha, pour l'isoler des systèmes de soutien potentiels. Le PDG de Wellington Tech sous enquête pour violences domestiques et fraude d'entreprise, titrait TechCrunch. L'homme qui avait bâti son empire en contrôlant chaque variable était devenu une variable dans l'équation de quelqu'un d'autre. Et celui qui tirait les ficelles était 10 coups d'avance sur ses meilleures contre-attaques. Alors que la nuit tombait sur Palo Alto, Marcus était assis dans son manoir assombri, entouré des ruines de tout ce qu'il avait construit. Dehors, des manifestants s'étaient rassemblés dans sa rue, leurs chants traversant les fenêtres par balles. Plus de silence, plus de violence. Son reflet dans les fenêtres noires ressemblait à un étranger, les yeux creux, brisés, effrayés. Pour la première fois de sa vie adulte, Marcus Wellington n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. La sonnette retentit à minuit. Qu'est-ce qui est plus satisfaisant ? Une vengeance instantanée ou regarder le monde de quelqu'un s'effondrer lentement ? Dites-moi ce que vous préférez. Quand Marcus ouvrit le colis contenant sa robe de créateur ensanglantée, la note à l'intérieur fit trembler ses mains. Tu voulais me posséder. Maintenant, tu paieras pour chaque bleu. Elle était partout et nulle part. Dans ses comptes bancaires, ses affaires professionnelles, ses cauchemars, mais jamais là où il pouvait la trouver. Le bureau du détective privé sentait le café et le cynisme. Des dossiers manilles empilés comme des pierres tombales pour la réputation mourante de Marcus. Frank Morrison avait le genre de visage buriné qui vient de 20 ans à exposer les secrets les plus laids des gens. Mais même lui semblait mal à l'aise alors que Marcus faisait les 100 pas dans son bureau exigu comme un animal en cage. Elle a juste disparu, insista Marcus pour la 3e fois. Les gens ne disparaissent pas sans laisser de traces. Pas en 2023. Pas avec toute la technologie dont nous disposons. Frank alluma une autre cigarette, ignorant le panneau d'interdiction de fumer sur son propre mur. Votre femme était intelligente, monsieur Wellington. Plus intelligente que vous ne le pensiez. Apparemment, elle a planifié cela pendant des mois, peut-être des années. C'est impossible. Keisha ne pouvait pas organiser une liste de courses sans mon aide. Le rire du détective n'avait rien d'amusant. C'est ce que disent tous les maris violents juste avant que leur femme ne les ruine. Vous voulez savoir ce que j'ai trouvé ? Votre femme avait une vie complètement séparée dont vous ne saviez rien. Frank étala des photos sur son bureau comme des cartes de tarot prédisant le malheur. Des images de Keisha rencontrant des avocats, visitant des refuges pour femmes, assistant à des réunions de groupes de soutien à Auckland.
Tout cela pendant que Marcus pensait qu'elle faisait du shopping ou se faisait faire les ongles. Un réseau clandestin, continua Frank, la fumée s'enroulant autour de ses mots. Des femmes aidant d'autres femmes à disparaître quand le système les abandonne. Votre femme n'en faisait pas seulement partie. Elle était l'une de leurs principales coordinatrices. Marcus sentit la réalité vaciller sous ses pieds. Vous mentez. Les relevés bancaires ne mentent pas. Les relevés téléphoniques ne mentent pas. Les images de surveillance de 12 endroits différents montrent votre femme vivant une double vie pendant que vous pensiez l'avoir sous votre contrôle. Les photos montraient une Keisha qu'il ne reconnaissait pas. Confiante, animée, riant avec d'autres femmes qui partageaient des histoires de survie. Dans chaque image, elle semblait plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été dans leur manoir. Elle documentait tout, dit Frank, tapant la cendre dans une tasse à café vide. Chaque bleu, chaque menace, chaque fois que vous perdiez le contrôle, construisant un dossier juridique qui ferait pleurer de joie un procureur. Si elle était si préparée, pourquoi disparaître? Pourquoi ne pas simplement partir? L'expression de Frank se durcit. Parce que les femmes comme votre femme savent que partir est le moment le plus dangereux. C'est là que des hommes comme vous deviennent vraiment créatifs avec la violence. L'obsession de Marcus à la retrouver était devenue perversement intime, consumant ses pensées avec la même intensité qu'il avait autrefois utilisée pour contrôler son corps. Il rêvait de son évasion, se réveillait en cherchant un espace vide, passait des heures à étudier les images de surveillance des parkings et des aéroports, cherchant un aperçu de la femme qu'il avait surpassée. Il y a autre chose, dit Frank, glissant une dernière photo sur le bureau. Celle-ci a été prise il y a 3 jours à Houston. Le monde de Marcus s'arrêta. L'image montrait Keisha, vivante et riant dans un café. Mais elle n'était pas seule. En face d'elle se trouvait une femme qui lui ressemblait exactement. Même visage, même cheveux, même sourire qu'il avait passé 8 ans à essayer d'écraser. Sa sœur jumelle, expliqua Frank inutilement. Kendra Wellington. Enfin, Kendra Morrison maintenant, puisqu'elle a gardé son nom de jeune fille après son mariage. Avocate à succès spécialisée dans les cas de violence domestique, vit à Houston, n'a jamais été mariée avec vous, et selon tous les dossiers que j'ai trouvés, elle était en contact avec votre femme depuis des années. La photo tremblait dans les mains de Marcus. 2 femmes qui partageaient non seulement l'ADN, mais ce qui semblait être un plan soigneusement orchestré pour sa destruction. Laquelle est laquelle? Murmura-t-il. C'est la question à $1 million, n'est-ce pas? Ça pourrait être l'une, ça pourrait être les deux. Elles pourraient se relayer. Bon sang, pour ce qu'on en sait, la femme que vous avez épousée était Kendra depuis le début. Marcus fixa les visages identiques, riant d'une blague privée, et comprit avec une clarté cristalline qu'il n'avait jamais vraiment connu sa femme. Chaque conversation, chaque moment intime, chaque fois qu'elle s'était soumise à son contrôle, tout cela avait été une performance par une femme qui était toujours 3 coups d'avance sur ses impulsions les plus cruelles. « J'ai besoin d'une adresse, dit-il, la voix creuse de défaite. Frank écrasa sa cigarette et se pencha en arrière dans son fauteuil. « Je vous ai déjà donné plus que je n'aurais dû. Mon conseil? Trouvez un bon avocat et commencez à pratiquer vos excuses, car celui qui tire vos ficelles n'a pas fini de jouer. » En quittant le bureau du détective, son téléphone vibra avec un autre message anonyme. « Tu apprécies le spectacle? L'acte 2 commence demain. » La rue dehors semblait différente, comme si chaque ombre pouvait cacher la femme qui avait passé des années à prétendre l'aimer tout en planifiant sa destruction. Ou les femmes, au pluriel. Il pensait chasser une femme au foyer désespéré. Au lieu de cela, il était tombé dans une toile tissée par 2 femmes brillantes qui comprenaient quelque chose qu'il n'avait jamais saisi. La différence entre être contrôlé et être patient. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un que vous pensiez connaître avait une vie secrète? Comment cela vous a-t-il fait sentir? Le détective glissa une photo sur le bureau qui arrêta le monde de Marcus. Keisha, vivante et riant, avec une femme qui lui ressemblait exactement. La femme qu'il pensait avoir épousée était morte depuis 3 jours, mais d'une manière ou d'une autre, elle continuait à détruire sa vie. L'employé de la morgue tira le drap avec l'indifférence pratiquée de quelqu'un qui avait effectué ce rituel 10 000 fois auparavant, mais la réaction de Marcus Wellington était tout sauf routinière. L'homme qui avait bâti sa fortune en lisant les gens, en anticipant chaque angle, resta figé alors que son monde se retournait.
C'était le visage de Kesha sur la table métallique, sa peau sombre, ses lèvres pleines, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche d'un accident d'enfance. Mais quelque chose clochait, comme regarder une photo subtilement altérée. Elle a été trouvée dans une chambre d'hôtel à Houston il y a 3 jours, expliqua le détective Rodriguez, sa voix portant le poids de quelqu'un qui avait délivré trop de mauvaises nouvelles. Apparente overdose. Le médecin légiste dit qu'elle était morte depuis des heures avant que le ménage ne la trouve. Marcus ne pouvait pas parler. Sa femme, sa véritable épouse légale, gisait morte sur une dalle pendant que quelqu'un qui lui ressemblait exactement détruisait systématiquement sa vie à 1200 miles de là. L'éclairage cru de la morgue rendait tout de la couleur de la mort, y compris le visage de Marcus alors qu'il fixait le corps sans vie de sa femme. Ses mains, croisées sur sa poitrine, ne portaient aucune alliance. Même dans la mort, elle avait réussi un dernier acte de défi. Monsieur Wellington, la voix du détective semblait venir de sous l'eau. « Avez-vous besoin d'un moment ? Depuis combien de temps savez-vous qu'elle était morte ?» murmura Marcus. « Nous essayons de vous joindre depuis 2 jours. Votre assistante a dit que vous étiez injoignable. » 2 jours. Pendant qu'il chassait des fantômes et engageait des détectives, Kesha était restée dans cette pièce stérile, son corps refroidissant pendant que sa vengeance chauffait. La femme qui apparaissait dans ses images de surveillance, qui retirait son argent et envoyait ses messages moqueurs. Ce n'était pas du tout sa femme. Il y a autre chose, continua Rodriguez. La chambre d'hôtel était enregistrée sous le nom de Kendra Morrison, mais les empreintes digitales et les dossiers dentaires confirment que c'est bien Kesha Wellington, votre femme. Les pièces s'assemblèrent avec une clarté horrible. Kendra avait utilisé sa propre identité pour créer une piste pendant que sa sœur jumelle, sa véritable épouse, était déjà hors de sa portée. L'alibi parfait enveloppé dans une vengeance parfaite. Marcus se força à regarder le visage de Kesha une dernière fois. Même dans la mort, elle semblait paisible d'une manière qu'elle n'avait jamais affichée pendant leur mariage. Libérée de la peur qui avait assombri chacune de ses expressions, libérée de l'anticipation de la violence qui la faisait tressaillir à son contact. « Comment est-elle morte ?» demanda-t-il, bien qu'il ne soit pas sûr de vouloir la réponse. « Combinaison de pilules et d'alcool. Ça aurait pu être accidentel. Ça aurait pu être intentionnel. Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude. » Rodriguez marqua une pause. « Bien que, vu ce que nous avons appris sur votre mariage, je penche pour intentionnel. » Les mots frappèrent comme des coups physiques. Sa femme avait choisi la mort plutôt que de continuer à vivre dans le monde qu'il avait créé pour elle. Et d'une manière ou d'une autre, sa sœur jumelle avait transformé cet acte ultime de désespoir en le premier coup d'une partie d'échecs que Marcus était déjà en train de perdre. « Monsieur Wellington, je dois vous informer que vous êtes une personne d'intérêt dans la mort de Madame Wellington. La chronologie de son décès coïncide avec de graves accusations portées à notre attention. » Marcus entendit à peine les mots du détective. Son esprit repassait 8 ans de mariage, cherchant des indices qu'il avait manqués. Y avait-il eu des moments où il avait réellement parlé à Kendra au lieu de Kesha? La femme qui lui servait le café et endurait ses rages avait-elle toujours comploté sa destruction? Les souvenirs troublants affluaient. Les yeux de Kesha lors de leur dernière rencontre violente, pas remplis de la peur habituelle, mais de quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Ces derniers mots murmurés dans cet appareil d'enregistrement caché prenaient maintenant un sens terrible. Elle n'avait pas appelé à l'aide. Parce que Kesha est morte en croyant qu'elle était impuissante, et j'ai besoin que le monde sache qu'elle était tout sauf ça. Le reflet de Kendra dans la fenêtre ressemblait à celui de sa sœur, mais avec quelque chose que Kesha n'avait jamais été autorisée à montrer. Une fureur légitime. Et parce que je veux que tu passes chaque jour en prison à te souvenir de ce que ça fait d'être complètement impuissant. L'appel se termina avec les sanglots brisés de Marcus, et Kendra ressentit le premier moment de paix depuis qu'elle avait identifié le corps de sa sœur dans cette morgue de Houston. Est-il plus puissant de riposter immédiatement ou de planifier la chute parfaite? Partagez votre stratégie. Quand Marcus réalisa que la femme dans ses images de surveillance n'était pas Kesha, mais sa jumelle, il comprit quelque chose de terrifiant. Il jouait aux échecs avec quelqu'un qui planifiait cette partie depuis des années. Chaque porte qu'il avait utilisée pour échapper aux conséquences se refermait, et la femme qui tenait les clés ressemblait exactement à sa victime.
Le raid du FBI transforma le manoir immaculé de Marcus en une scène de crime. Les agents traitaient ces sols de marbre comme des preuves de la violence qu'ils avaient cachée. 27 agents envahirent sa maison à 6 heures du matin, leurs bottes traînant de la boue sur des surfaces qui reflétaient autrefois son succès et révélaient maintenant seulement sa honte. Marcus Wellington, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre une fraude, terrorisme domestique et violation des lois fédérales sur le harcèlement. La voix de l'agent Sarah Chen portait la satisfaction de quelqu'un qui construisait ce dossier depuis des mois. Vous avez le droit de garder le silence. Marcus entendit à peine les droits Miranda au-dessus du bruit de son monde qui s'effondrait. Les menottes cliquèrent autour de poignets qui avaient autrefois commandé des salles de conseil et tremblaient maintenant face à la réalité d'une impuissance complète. À travers ses fenêtres panoramiques, il pouvait voir des camionnettes de presse alignées dans sa rue comme des vautours à un festin. Les boîtes de preuves racontaient l'histoire de sa destruction. 8 ans d'appels téléphoniques enregistrés, des images de surveillance de chaque pièce de sa maison, des dossiers financiers montrant un harcèlement systématique financé par des comptes d'entreprise. Chaque document représentait une autre année de documentation silencieuse de sa femme, une autre couche du piège qu'il n'avait jamais vu se construire autour de lui. C'est du harcèlement, protesta-t-il faiblement alors que les agents photographiaient des taches de sang sur le tapis de sa chambre. Ma femme est morte. Tout cela est circonstanciel. La sœur jumelle de votre femme a fourni un dossier plutôt convaincant, répondit Chen, sans lever les yeux de l'inventaire des preuves. Étonnant comme les preuves s'accumulent quand quelqu'un documente 8 ans d'abus. Dans son bureau, les agents mettaient en boîte ses ordinateurs, téléphones et tablettes. Des appareils contenant des années de recherche sur comment surveiller votre femme et moyens légaux de contrôler les mouvements de votre conjoint. Des miettes numériques d'un homme qui avait confondu possession et mariage, surveillance et amour. Les photos sur les murs semblaient différentes maintenant, comme des pièces à conviction plutôt que des souvenirs. Marcus et Keisha lors de galas de charité, son sourire crispé et pratiqué tandis que sa main serrait sa taille de manière possessive. Des images qui représentaient autrefois leur succès révélaient maintenant la performance soigneusement entretenue qu'elle avait maintenue tout en construisant son dossier contre lui. Monsieur, nous avons trouvé quelque chose dans le coffre-fort de la chambre. Un agent plus jeune brandit une enveloppe manie que Marcus avait oubliée. À l'intérieur, des photos des bleus de Keisha arrangées chronologiquement, des dossiers médicaux d'urgence qu'elle avait prétendus accidentels, et des notes manuscrites de sa propre écriture détaillant les corrections comportementales qu'il avait prévu d'implémenter. Son visage devint blanc alors qu'il se souvenait d'avoir documenté ses abus comme une étude de cas, traitant la souffrance de sa femme comme des points de données dans son projet de recherche personnelle sur la domination et le contrôle. Mon Dieu, Marcus, dit l'agent Chen, étudiant les photos. Vous gardiez des trophées. Le mot le frappa comme un coup physique. Il s'était convaincu que la documentation était pour leur protection, des preuves que sa discipline était mesurée et appropriée. Maintenant, à travers le prisme d'une enquête fédérale, cela ressemblait exactement à ce que c'était.